Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. La démission du président et du Premier ministre de transition malien. Une démission qui fait suite à leur arrestation par les militaires. Ils ont quitté leur poste en présence d'une mission de diplomates venus les voir à la base militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Les détails dans un instant. Ces attaques quasi simultanées à Bujumbura au Burundi, des sites très fréquentés de la capitale économique du pays ont été visés. Les autorités dénoncent des actes terroristes par jet de grenades. Le bilan fait état de 2 morts et de plusieurs blessés. Un imam condamné à 12 mois de prison, dont 6 mois fermes en Guinée. Les autorités lui reprochent d'avoir dirigé la prière en malinké au lieu de l'arabe. Ses avocats contestent le verdict. La correspondance à Conakry dans ce journal. Le président Ban Dao et son Premier ministre Mokhtar Ouane ont démissionné ce mercredi, 2 jours après leur arrestation par les militaires et leur transfert vers la base militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako. C'est là-bas qu'ils ont tous deux déposé leur démission en présence d'une délégation de diplomates. Les précisions d'Axel Simon. Nouveau rebondissement à peine 48 heures après leur arrestation lundi par les militaires. Mercredi après-midi, le président et le Premier ministre de transition malien ont démissionné. Le retrait de Ban Dao et de Mokhtar Ouane est intervenu sur leur lieu de détention, la base militaire de Kati, à une quinzaine de kilomètres de la capitale Bamako, et avant même l'arrivée sur place des délégations de médiation ouest-africaine. CEDEAO, Union africaine et MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays, sont arrivés pour assurer une médiation diplomatique et politique dans ce qui s'apparente à un deuxième coup d'État en 9 mois. Un enjeu crucial pour la stabilité du Mali et de toute la région du Sahel, mais dont l'urgence ne semble pas être la priorité. What I can say is that there's cordial discussion going on, friendly discussion going on for the common interests of the people of Mali. La délégation diplomatique s'est ensuite rendue dans les bureaux du vice-président de la transition, le colonel Goïta, à l'origine du coup de force de lundi. Le militaire a indiqué que les négociations étaient en cours pour la libération des 2 hommes et pour la formation d'un nouveau gouvernement de transition. La communauté internationale met la pression. La France, qui engage 5000 soldats au Sahel, a réclamé avec le Niger la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Même discours de fermeté aux États-Unis. Paris et Washington ont prévenu que si la médiation ouest-africaine n'aboutissait pas, des sanctions internationales et ciblées seraient prises contre ceux qui entravent la poursuite de la transition. On prend tout de suite la direction de Bamako, retrouver notre correspondante Anne-Fleur Lespio. Anne-Fleur, vous venez d'assister à la conférence de presse des militaires. Quelles sont vos informations ? Alors, le conseiller spécial en communication du vice-président de la transition, Assimi Goïta, a donné une conférence de presse ce soir au palais présidentiel de Koulouba. Le but était clair, procéder à des clarifications. Il a confirmé la démission du Premier ministre Mokhtar Ouane et du président de la transition, Ban Dao. Il a également annoncé leur libération graduelle pour des raisons qu'il qualifie de sécurité. Cette annonce s'est tenue aujourd'hui devant la délégation de la CEDEAO et son médiateur Goodluck Jonathan en visite à Bamako depuis hier. Aucun acharnement n'aurait été fait contre les 2 personnalités politiques. Le conseiller spécial a abordé des différends profonds avec le Premier ministre et le président de la transition. Parmi les principaux points de blocage qui ont conduit à leur démission, il parle du départ du gouvernement de 2 colonels putschistes en poste au ministère de la Défense et de la Sécurité. Il accuse également le président de la transition d'avoir bloqué la préparation des élections. Enfin, il aborde la crise locale dans laquelle se trouve le Mali depuis 15 jours après l'annonce par l'UNTM d'une grève illimitée provoquant ici l'arrêt de l'économie nationale. L'UNTM a été reçue aujourd'hui par le vice-président de la transition, Assimi Goïta, qui félicite ses membres de la suspension de la grève. À travers ces décisions, le vice-président dit réaffirmer sa position pour la stabilité et la sécurité du pays. Anne-Fleur, peut-on dire que les Maliens préparent désormais la suite ? En tout cas, ça en prend la tournure. Depuis 2 jours, des concertations sont en cours entre les militaires putschistes et le parti du M5 RSP, parti politique qui a porté la contestation sociale et conduit au coup d'État du 18 août dernier. Les militaires ont demandé au M5 de présenter des noms pour la candidature d'un potentiel nouveau Premier ministre. L'objectif, trouver une solution malienne à la nouvelle crise politique que traverse le pays depuis lundi soir et surtout
anticiper de potentielles sanctions de la part de la communauté internationale. Merci beaucoup Anne-Fleur Lespio, notre correspondante à Bamako. Ces deux attaques quasi simultanées à la Grenade, à Bujumbura au Burundi, les autorités parlent d'actes terroristes qui visaient des lieux fréquentés de la capitale économique du pays. Le bilan fait état de 2 morts et plusieurs blessés. Nicolas Germain. Quelques images furtives de sang sur le trottoir. Les autorités burundaises n'ont pas souhaité que les journalistes filment les lieux des attaques à la grenade. Elles se sont déroulées dans plusieurs quartiers de Bujumbura. De telles attaques n'avaient pas eu lieu ici depuis plusieurs années. La responsabilité de ces actes n'a pas été revendiquée, mais sur la télévision nationale, le porte-parole du gouvernement a parlé de terrorisme. Le bilan provisoire enregistré jusqu'à présent fait état de 2 morts, 57 blessés, dont 4 gravement. Un des terroristes blessé par sa grenade a été appréhendé et les enquêtes sont en cours sur son identité, le mobile, les tenants et les aboutissants de ces actes terroristes. L'opposition burundaise réclame des résultats rapides. Si enquête il doit y avoir aussi résultat. Il ne suffit pas qu'on nous annonce qu'on enclenche une enquête. Il faut aussi nous dire l'évolution de l'enquête et même le dénouement de l'enquête. Sinon, ça serait plutôt jeter de la poudre aux yeux. Certains analystes estiment que l'objectif était de montrer que la sécurité ne règne pas au Burundi. Car ces attaques ont eu lieu alors que le pays organise une réunion de l'ONU sur la sécurité en Afrique centrale pour la première fois depuis la crise politique burundaise de 2015. Et au début du mois déjà, au moins 12 personnes avaient été tuées par un groupe armé dans le centre du pays. En Guinée, dans la ville de Kankan, un imam a été condamné par la justice pour avoir dirigé la prière musulmane en malinké, une langue locale du pays, et non en arabe. Arrêté le 13 mai dernier à son domicile, Nanfo Ismaël Diaby écope de 12 mois de prison, dont 6 mois fermes. Ses avocats contestent le verdict. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. L'imam Diaby reste donc en prison. Il a été condamné à 12 mois d'incarcération, dont 6 mois fermes au paiement d'une amende de 500 000 francs guinéens, soit 50 €. La justice reproche au prédicateur qui officie ses prières en langue malinké de troubles à l'ordre public et de violation de la décision d'interdiction de prier en langue qui lui avait déjà été notifiée par le secrétariat général des affaires religieuses du pays. Joint au téléphone, son avocat explique qu'il a déjà interjeté appel. Selon Maître Kourouma, la Guinée étant un pays laïque, aucune loi ne condamne la prière dans sa foi religieuse. Pour rappel, depuis plus d'1 an, l'imam Diaby est en désaccord avec la Ligue islamique guinéenne qui lui interdit de prier en langue. L'année dernière, il avait déjà été arrêté en plein ramadan et sa mosquée détruite par des inconnus. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma jugé pour corruption dans une affaire de pot de vin vieille de plus de 20 ans. Il a plaidé non coupable ce mercredi. Dans ce procès est plusieurs fois reporté. Il doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, de corruption et de racket. Le récit de Nina Masson avec les images de notre correspondante Caroline Dumais. Au tribunal de Pietermaritzburg ce mercredi, la justice égrène les chefs d'accusation retenus contre Jacob Zuma, 16 au total. L'accusé numéro 1 est l'ancien président du pays. Face au juge, il n'aura qu'une seule réponse. Je plaide non coupable. Les faits remontent à 1999. Jacob Zuma est alors vice-président. Il est accusé d'avoir empoché près de 235 000 € de pots de vin de la part du géant français de la défense Thales, bénéficiaire d'un juteux contrat d'armement d'une valeur de près de 3 milliards d'euros. L'un des principaux témoins à charge est cet avocat qui a travaillé pendant 6 ans pour Thales. Son témoignage sur Pierre Moineau, alors responsable de la filiale locale de l'entreprise, est explosif. I was just an observer at that time when Mr. Moineau passed all these monies not only to Mr. Zuma, but he also paid for the services of the former Minister of Justice, Mr. Penuel Maduna, in a London hotel. That amount was 50,000 euros. Au tribunal se joue aussi ce mercredi une lutte politique. Depuis l'élection de Cyril Ramaphosa en 2018, l'ANC se déchire sur la personne de Jacob Zuma.
Pour cet analyste, le parti de Nelson Mandela joue sa crédibilité. It's very, I think, convenient in some respects politically, because Mr. Ramaphosa, the president, is pushing hard on his reform agenda and recently has won some important battles within the ANC against corrupt people within the ANC. This is a moment of, in his words, renewal. Également sur le banc des accusés, le géant français Thales, poursuivi pour corruption et blanchiment, qui lui aussi plaide non coupable. C'est ce jeudi que le président français doit se rendre au Rwanda. Cette visite a lieu dans un contexte de normalisation des relations entre les deux pays, facilité par la publication du rapport Duclerc sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis en 1994. Les Rwandais attendent beaucoup du discours d'Emmanuel Macron et de la possibilité d'excuses au nom de l'État français. Reportage de notre correspondant à Kigali, Simon Wolfart. Dans le mémorial du génocide de Kigali, la France est présentée au public comme ayant eu un rôle actif dans l'entraînement et l'armement des milices qui ont perpétré le génocide. Le président Emmanuel Macron devrait y prononcer son allocution. Cette visite est importante, c'est un moment d'importance dans l'histoire parce qu'à un certain moment, il faut revoir le passé, il faut visiter le passé. La prévention du génocide n'est pas quelque chose qu'on va faire nous-mêmes seuls, les Rwandais. On a besoin de tout le monde, on a besoin d'autres États, on a besoin de la France. Pour le sénateur André Touaïroy du FPR, le parti au pouvoir, la normalisation entre Kigali et Paris va profiter aux deux pays. D'après lui, ce rapprochement a été rendu possible grâce à une volonté politique commune d'Emmanuel Macron et Paul Kagame. De deux côtés, on a eu deux présidents, deux chefs d'État qui avaient la même vision, qui voyaient loin et qui, en tout cas aussi, étaient pragmatiques. En fait, c'est la fin d'un processus de négation. On nie tout, on n'a rien fait. C'est le début de notre processus de coopération dans tous les domaines. Les rescapés du génocide des Tutsis, eux, attendent un geste fort de la part du président français. Il pourra peut-être demander pardon au nom de la France, comme le Premier ministre belge l'a fait, comme le président américain l'a fait. On attend que la justice française, justement, fasse son travail et traduise ces dignitaires aussi devant la justice. D'après le parquet rwandais, sur 47 mandats d'arrêt envoyés par le Rwanda en France, seules 3 personnes ont été jugées et condamnées. Ce soir, nous recevons Vincent Robin-Gaziti, passionné par l'Asie en général et la Chine en particulier. Il est auteur d'une thèse sur les relations entre la Chine et le Gabon. Il est avec nous ce soir pour nous parler de son ouvrage « Un Français en Chine-Afrique ». Bonsoir, vous racontez vos aventures au Gabon, où vous êtes embauché chez un géant chinois du BTP. Vous êtes un témoin et parfois même un acteur de cette présence chinoise en Afrique. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous et d'être venu nous présenter votre livre. Tout d'abord, dans votre ouvrage, plein d'humour et d'ironie, je tiens à le préciser, très agréable à lire, vous racontez sans vraiment raconter. On comprend les grandes lignes, on sait que les Chinois présentent leur présence avec une formule de gagnant-gagnant. On sait qu'il y a beaucoup de pots de vin, beaucoup de corruption, du racisme aussi. Finalement, qu'est-ce qui est différent entre la Chine et, par exemple, la France ? C'est une très bonne question. Je pense que les deux ont des avantages. Enfin, les deux ont des choses différentes à proposer à l'Afrique, en tout cas au Gabon et au Congo où j'ai travaillé. Les Chinois ont des capacités financières extraordinaires, donc ils peuvent financer des routes que généralement aucun investisseur ne souhaite financer. Donc ils ont cette puissance. Ils ont aussi une efficacité puisqu'ils travaillent généralement quand on est sur un chantier, on travaille matin, toute la journée et parfois même la nuit, sans s'arrêter. Il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas ce genre de choses-là. Donc ils ont cette efficacité. Et les Français ont peut-être d'autres avantages. Par exemple, ils sont plus pertinents dans le transfert de compétences, par exemple. Et je dirais que même que le travail en commun entre les deux se passe plutôt bien. Généralement, il y a quelques expériences au Congo, notamment d'exploitation routière en commun entre la France et la Chine qui se passe très bien. Donc c'est deux façons de voir différentes, mais qui se complètent. Alors lorsque vous racontez votre quotidien, on sent beaucoup le racisme ambiant à l'égard des Africains, mais ce n'est pas le même racisme que celui des anciennes puissances coloniales. Comment vous le décririez-vous, ce racisme ? Et
On a l'impression qu'il passe mieux. Est-ce que c'est le cas ou pas? Alors, il passe mieux, je ne sais pas, il faudrait demander aux personnes qui en font l'objet s'ils le prennent mieux ou pas. Après, le fait est qu'il n'y a pas une histoire coloniale derrière, donc c'est plus, je rangerais plus ça dans la domination que dans le racisme. Et on a un système où, enfin, deux cultures où finalement la domination est forte. Il me semble que, enfin, en Chine, la domination est très forte dans les entreprises avec un système hiérarchique qui est fort, où il y a beaucoup de codes. Par exemple, quand on est en train de boire avec quelqu'un... Oui, vous le racontez d'ailleurs très bien. Il faut lever son verre et attention, si c'est le patron, il faut être un peu en dessous. Si c'est quelqu'un un peu en dessous, il faut être un peu au-dessus. Enfin, il y a beaucoup de codes. On s'appelle toujours par le nom de son métier et son statut. Donc, la hiérarchie est très présente. Et en Afrique, en tout cas au Gabon et au Congo, la hiérarchie familiale, la hiérarchie dans le clan était aussi très présente. Donc, je pense que c'est peut-être moins violent parce que c'est deux systèmes de hiérarchie qui se rencontrent finalement. Alors, revenons à la formule gagnant-gagnant. Vous qui avez travaillé au cœur d'un géant du BTP, est-ce que vraiment on peut dire que les deux parties sont gagnantes? C'est une très bonne question. Est-ce que les deux parties sont gagnantes? Oui, je pense que concrètement, si on regarde la situation du Gabon, jusqu'à la décolonisation, il y a eu environ 1000 km de routes bitumées qui ont été faites par la France. Depuis que les Chinois sont là, et en tout cas dans les 3 ans où j'ai travaillé avec cette entreprise, c'est 200 km qui ont été faits. Donc en termes d'efficacité, et en termes, il y a quand même quelque chose qui se passe. Après, je pense qu'ils ne se connaissent pas forcément depuis très longtemps et qu'ils vont apprendre avec le temps. Ils apprennent déjà d'ailleurs à mieux se connaître et à collaborer le plus efficacement possible. Alors, il y a deux choses quand même qu'on retient. C'est, bon, on n'aura peut-être pas le temps d'aborder cette question, mais la qualité aussi des infrastructures. Il y a eu beaucoup de, par exemple, la corniche à Brazzaville qui s'est effondrée avec des pluies diluviennes. Vous y étiez, donc vous êtes bien placé pour le savoir. Il y a cette qualité des infrastructures. Et il y a aussi l'endettement colossal, puisque 30 à 40% de la dette du continent est détenue par la Chine. C'est aussi une forme de dépendance. Il n'y a pas de colonisation, mais il y a une dépendance à la Chine. Alors, 2 questions, du coup, 2 réponses. Voilà. Pour ce qui est de la qualité des infrastructures, je pense que la force justement des entreprises chinoises, c'est de savoir faire du low cost. C'est-à-dire qu'une entreprise française ou on va dire européenne va avoir des standards très hauts, mais va pas forcément être capable de s'adapter au budget d'un pays qui n'aurait pas les moyens de se payer des standards très hauts. Donc ça, la Chine est capable de le proposer. Ils sont à la fois capables de proposer des produits de très grande qualité dans certaines, si on y met le prix, comme des produits, on va dire, oui, low cost, si ça correspond à votre budget. Donc quelque part, c'est aussi du gagnant-gagnant. La deuxième question pour la dette, alors c'est un peu plus technique, je ne m'engagerai pas très loin là-dessus, mais ce qu'on présente souvent dans cette situation, on dit que les Chinois construisent des infrastructures ou des ports souvent pour remettre la main dessus, et on cite souvent un port au Sri Lanka, et quand on observe un peu plus précisément le montage financier, on voit que c'est beaucoup plus compliqué qu'une structure qui a été créée pour être rattrapée après, et que le montage est complexe et je ne pense pas qu'on soit dans une situation d'entreprise chinoise qui volontairement vont plonger un pays dans la dette pour récupérer l'infrastructure par la suite. Alors très rapidement, est-ce que vous avez eu des retours de la Chine après la sortie de ce livre ou du Gabon d'ailleurs? De la Chine, de Pékin, vous voulez dire? Oui, de Pékin, absolument. Non, je me pose la question de savoir comment... Je ne pense pas qu'il serait très, très, très bien reçu dans le sens où... la marge de ce qu'on peut dire s'est un peu rétrécie ces dernières années, même si je le fais avec beaucoup d'amitié pour la culture chinoise et pour les Chinois. Certains détails leur plairaient sans doute pas. Alors, je tiens à préciser qu'il n'y a aucun jugement de aucune culture. Au contraire, c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de comparaisons et de remises en perspective. C'est vraiment un livre à lire, un Français en Chine-Afrique. Merci beaucoup, Vincent Robin-Gaziti, d'être venu nous parler de cet ouvrage. C'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.